Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur Transformers Rise of the Beast. Comme je vous l'ai dit dans le post de l'onglet communauté que j'ai posté mardi soir, ce sera sans doute aujourd'hui la dernière très grosse vidéo sur le film, avant un moment en tout cas. Je pense qu'on en reparlera de temps en temps, on va en reparler de niveau news, etc. évidemment. Mais je pense que ça va être la grosse vidéo débrief, on va dire, après du coup les deux critiques, après la vidéo sur les scènes coupées, etc., etc. Je pense que ça va être vraiment la dernière vidéo sur le film à chaud entre guillemets. Et pour l'occasion, j'avais envie de simplement de vous donner la parole à vous, parce que c'est vrai que mine de rien, j'ai reçu énormément de commentaires, énormément de personnes en fait qui donnaient leur avis sur le film, et j'avais envie de vous donner la parole pour cette fois, en vous donnant l'opportunité de donner vos impressions sur le film, et surtout vos questions que vous pouvez avoir éventuellement sur des incohérences, des trucs que vous avez aimé, pas aimé, et qu'est-ce que moi j'en pense, parce que c'est vrai que j'ai tellement parlé, et en même temps il y a tellement de sujets que j'ai pas encore abordés sur le film, que ça vaut bien une nouvelle vidéo. Bref, tout ça pour dire, je vais regarder dès maintenant l'onglet communauté. Alors il faut savoir que je n'ai pas, quasiment pas en fait, j'ai quasiment vu aucun commentaire qui a été posté, j'ai voulu me garder la surprise pour vous donner les réponses à chaud, tout simplement, pour vous donner mes impressions, qui peuvent du coup être un petit peu erronées en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des impressions que j'ai moi qui ne sont pas les vôtres, mais j'ai envie que ce soit le plus authentique possible, donc posez-vous tranquillement, installez-vous, on est reparti pour la dernière vidéo sur Rise of the Beast avant un petit moment, ou en tout cas la dernière vidéo de ce style. Let's go. Alors, premier commentaire qui nous vient de Sujet 442. Bonjour Magnus, avant de poser quelques petites questions qui pourraient ou non t'intéresser, je tiens à t'écrire pour la première fois un commentaire pour souligner la qualité de tes vidéos qui s'appuient sur un montage adapté, mais surtout par ta diction très fluide, l'articulation de tes phrases. Oh, vraiment, le message super gentil là. Je m'attendais juste à des questions, moi, pour le coup. Déjà, merci beaucoup pour tout ça. Je vais pas relire parce que j'aime pas lire à haute voix en fait des compliments, ça me gêne un peu. Mais je vous posterai ça là. Franchement, c'est super sympa de ta part, merci beaucoup. On va passer directement aux questions. Donc, on a 5 questions en toute sa part. Et vu qu'il a 16 pouces bleus, je me dis que ça a intéressé quand même un certain nombre de gens. Alors, première question de sa part, pourquoi les Maximals n'ont-ils pas détruit la clé au début du film? Ils savaient qu'Unicron allait détruire leur planète, donc dans tous les cas, ils n'en avaient pas besoin pour revenir chez eux, et visiblement, les Maximals n'opposent aucune résistance quand Optimus accepte finalement de la détruire, donc cela n'aurait pas dû leur poser problème. Alors personnellement, c'est vrai que c'est un des points sur le scénario du film qui est pour moi l'un des plus gros plot holes, et qu'a très justement ici été relevé, c'est le fait que les Maximals, ok, ils ont besoin de la clé Transwarp pour s'échapper de leur planète, fuir Unicron, mais en fait, la meilleure façon de priver Unicron à jamais d'une possibilité de revenir, et en fait simplement de détruire l'univers, ou de dévorer toutes les planètes de l'univers, c'est de détruire cette fameuse clé. Pour moi, la seule explication qu'on peut trouver à ça, qui justifie l'ensemble, c'est le fait qu'Optimus Primal explique à Optimus Prime et aux humains, quand ils se rencontrent dans la jungle au Pérou, qu'ils utilisaient la clé pour notamment aller dans d'autres mondes, dans l'espace-temps, pour miner notamment de l'énergon, avoir des ressources, etc. Donc en fait, la seule raison qu'ils aient de la garder, globalement, ce serait de pouvoir continuer à faire ça, éventuellement, mais je suis même pas sûr que ce soit le truc le plus évident, parce qu'en soi, on sait qu'ils sont sur Terre et qu'ils n'en ont pas vraiment bougé. Donc très honnêtement, je pense qu'ils ont peut-être juste ce côté, oui, on va pas détruire la clé, parce que peut-être qu'un jour, quelqu'un peut en avoir besoin, et c'était le cas d'Optimus Prime, donc en soi, c'est pas incohérent, et peut-être que finalement, ils se disent que d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'ils affrontent Unicron à un moment. Mais c'est vrai que pour moi, c'est l'un des plus gros plot holes du film. C'est vraiment de se dire, cette putain de clé, il aurait fallu la détruire dès le début. Limite même, ils auraient pu tous se sacrifier sur leur planète et détruire la clé devant Scourge, en fait. Optimus Primal, quand il dit à Eplink qu'il peut affronter Scourge avec lui, non seulement il aurait totalement pu, mais ils auraient pu littéralement casser la clé à ce moment-là. Donc, en soi, oui, c'est un des plot holes du film. Après, malheureusement, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les films Transformers, avec les artefacts qui ont des pouvoirs parfois un peu démesurés, ou qui ont une importance trop énorme en fait dans le scénario, c'est qu'à chaque fois on va avoir des plot holes par rapport à ça. On avait ça dans littéralement chaque film. On aurait pu dire ça du bâton de Quintessa dans The Last Knight, on aurait pu dire ça de la matrice dans Revenge of the Fallen, c'est littéralement ce que disait aussi Optimus dans le premier film. En fait, l'artefact, si tu le casses, il n'y a plus de problème, concrètement. C'est un peu le problème à chaque fois. Donc oui, effectivement, c'est un plot hole que j'ai relevé personnellement et qui, en soi, ne me dérange pas parce que ça sert l'intrigue du film, c'est pas un truc qui te sort entièrement et c'est pas un plot hole au point non plus de gâcher l'ensemble. Mais c'est vrai que c'en est un, ça là-dessus, je suis entièrement d'accord.
Question numéro 2, pourrait-on voir revenir Scourge? La question peut sembler stupide, mais je m'explique. Si l'âme de Scourge appartenait, avec tous les sens que ce mot implique, à Unicron et que son corps était décrit comme un ensemble de pièces dans la promo du film, cela ne soulignerait-il pas que son corps est justement altérable ou modifiable, voire remplaçable, et qu'Unicron pourrait remettre son âme dans un autre corps? Il était décrit comme le vassal le plus puissant d'Unicron, ce serait dommage de dire que l'un des plus grands antagonistes de la licence se voit privé de son bras droit au bout d'un film seulement. Alors personnellement, j'avoue que là-dessus, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, Scourge, et en particulier si on revient à sa version G1, c'est un perso qui est limite entièrement remplaçable. Dans la G1, si vous ne connaissez pas, Scourge, il est certes le leader des Sweeps, mais les Sweeps, en fait, sont littéralement des copies de Scourge. Donc des Scourge, il y en a limite à l'infini dans l'armée des Decepticons, qui ont été créés, du coup, à ce moment-là, par Unicron, plutôt. Donc, en réalité, oui, en théorie, je pense que si on prend vraiment ce truc, on pourrait effectivement faire revenir Scourge. Maintenant, ce que j'aime aussi avec ce personnage et la façon dont il nous est présenté, c'est justement le côté, c'est un vieux perso, on voit qu'il a tué plein de Decepticons, plein d'Autobots, plein de Predacons, enfin il y a plein de logos en fait sur ses bras de Cybertroniens ou autres qu'il a tués. Donc je trouve que ce serait un petit peu dommage de le faire revenir de façon un peu gratuite, en mode ah bah en fait il y en avait un mais il y en avait d'autres, il y avait possibilité d'en avoir d'autres. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est qu'effectivement, si on peut en théorie se dire qu'il peut recomposer un Scourge de zéro, pourquoi pas? Mais ça enlèverait, on va dire, de l'aura autour du Scourge original. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Question numéro 3, si tu avais eu une chose à changer dans le film, qu'est-ce que ce serait? Alors, personnellement, il y a plusieurs points qui m'ont dérangé dans le long métrage, notamment des persos sous-exploités, certains trucs, machin. Après, j'avoue que une seule chose à changer, je pense que, honnêtement, je donnerais plus de temps d'écran. Alors, soit je donnerais plus de temps d'écran à Wheeljack et Arcee, de sorte à ce qu'ils soient vraiment sur un pied d'égalité avec les autres Autobots en termes de prestance dans le film, ou alors je rajouterais 10-15 minutes pour passer un petit peu plus de temps au Pérou, parce que c'est vrai que la séquence passe quand même assez vite. Donc voilà, ce serait peut-être la seule chose à changer, mais en soi, je changerais rien fondamentalement dans l'intrigue. Pour moi, c'est assez bien ficelé, même si c'est cousu de fil blanc. C'est assez bien ficelé, c'est efficace, donc il n'y a pas de gros trucs que je changerais, comme par exemple dans un film de Michael Bay, où je dirais ce personnage-là, je le vire, je le remplace par un autre, etc. etc. Ouais, juste rajouter un peu de temps d'écran à Wheeljack, je pense, et à Arcee, ce serait peut-être le point principal, parce qu'en soi, les Terrorcons, j'ai vu que certaines personnes c'était plein de leur temps d'écran, mais honnêtement, pour moi, ça va. Scourge, c'est clairement l'antagoniste principal, il est plus ou moins développé, on le voit en action très souvent, et il est assez menaçant pour que il représente un antagoniste crédible. Et en fait, Battletrap et Nightbird, c'est juste ses sous-fifres. Battletrap, c'est un gros bourrin qui agit comme un bourrin de bout en bout et qui se fait tuer de façon bourrine, donc en soi assez cohérent. Et Nightbird, je trouve qu'elle a assez quand même elle a assez de personnalité, à mon sens. Elle a quelques répliques dans le film, elle a quelques interventions sympas. C'est elle qui récupère en plus la première moitié de Clé Transwarp. Donc en tant que sous-fifre, elle fait son job, en fait, tout simplement. Je pense que les gens s'attendaient à les voir sur un pied d'égalité, mais en fait, non, pour moi, c'était clair depuis le début que Scourge, c'était le leader des Terrorcons, le vrai sous-fif d'Unicron, et qu'en fait, Battletrap et Nightbird étaient les sous-fifs de Scourge, tout simplement. Donc ça m'a pas choqué du tout, à ce niveau-là. Bref, voilà pour ce que je modifierais personnellement dans le film. Les questions suivantes sont purement facultatives, écoutez, on va les lire. L'arme de Scourge pouvant corrompre l'âme, c'est juste abusé. Pourquoi il ne s'en sert pas tout le temps sur ses adversaires? En plus, ça grossirait les rangs de l'armée d'Unicron. Perso, je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question, à part, parce que c'est le scénario. Alors là-dessus, je suis pas entièrement d'accord. Personnellement, la façon en fait dont l'arme de Scourge fonctionne dans le film avec Eraser, c'est pas littéralement une arme qui te corrompt. C'est une arme qui permet à Scourge de prendre le contrôle en fait d'un autre Transformer. Et surtout, on sent que c'est un contrôle qui est progressif, c'est-à-dire que il y a facilement une bonne journée qui se passe entre le moment où Eraser se fait atteindre et le moment où elle est corrompue et qu'elle rapporte du coup la deuxième moitié de Clé Transwarp à Scourge en haut du Machu Picchu. Donc en soi, il y a ce point-là premièrement, et aussi le point que, comme elle le dit, Scourge est dans sa tête. Donc en fait, Scourge, je pense, se sert de ça pour contrôler plus ou moins à distance Eraser et lui donner des ordres. Est-ce que c'est possible, de son point de vue à lui, de faire ça sur toute une armée de Transformers? C'est pas dit, en fait, on ne sait pas vraiment. Parce qu'on dit pas que c'est Unicron qui contrôle Eraser à ce moment-là, on dit bien que c'est Scourge, en fait. Donc, je pense que ça, c'est une première explication. Et la deuxième explication, en fait, pour moi, elle vient simplement de quelques scènes avant, où on a donc Eraser qui attaque Scourge et les autres Terrorcons au musée, après que Bumblebee se soit fait tuer, entre guillemets, par les Terrorcons. En fait, à ce moment-là, il faut savoir que Scourge, il a plus d'estime pour les Maximals que pour les Autobots. Pour lui, Optimus est une déception, les autres sont littéralement des insectes, et Nightbird dit bien qu'ils vont avoir un vrai combat avec Eraser.
Donc pour moi, c'est logique d'une que Scourge corrompt Eraser, en plus ça va être la plus efficace pour lui ramener quoi que ce soit, parce que bah, elle vole, littéralement. Et surtout, bah, le problème, c'est qu'effectivement, il y a cette question aussi de contrôle. Donc pour moi, c'est pas le point le plus incohérent, bien sûr que ça pourrait entrer en compte, et c'est pareil, d'ailleurs, j'ai vu des gens dire qu'il aurait pu utiliser ça dans la bataille finale face à Optimus, mais en réalité, non. C'est-à-dire qu'il aurait pu effectivement tirer ça sur les Autobots dans la bataille finale, le temps qu'il soit corrompu et le temps qu'il arrive à en prendre le contrôle, ils auraient eu le temps de se retourner contre lui et de le tuer. Ils seraient peut-être morts eux-mêmes après, mais juste ça aurait été bah, des sortes de zombies, c'est tout. Donc ouais, pour moi, honnêtement, c'est pas le point de scénario le plus dérangeant. C'est vrai que là-dessus, pour moi, la clé Transwarp, c'est un plus gros plot hole que l'arme de Scourge, justement. Honnêtement, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, risque-t-on de voir par la suite, dans les films suivants, un affrontement Terrorcons-Decepticons? Je trouverais ça assez intéressant, car le fait d'avoir 3 camps en guerre les uns contre les autres, et en finir avec les Autobots contre l'univers tout entier, même Lockdown ne fait plus cet effet, car s'il travaillait pour Quintessa, alors il est plus ou moins lié aux Decepticons à cause du fait que dans The Site, Megatron était associé à Quintessa. Je vois ce que tu veux dire, et surtout, je pense que c'est une idée très intéressante. Personnellement, je suis pas entièrement sûr qu'on revoie les Terrorcons en tant que tels, c'est-à-dire qu'on peut revoir des Terrorcons, mais le petit groupe qu'on a vu dans Rise of the Beast, pour moi, était le mieux de ce qu'on pouvait voir sur grand écran pour le moment, parce que je pense que venir faire quelque chose de mieux que Scourge, ça va être compliqué, surtout qu'on dit que Scourge, c'est le leader des Terrorcons. Maintenant, un affrontement Terrorcons et Decepticons serait intéressant pour moi à un égard, c'est que ça permettrait en fait de marquer une vraie différenciation entre les deux camps. Les Terrorcons, c'est littéralement des Transformers corrompus, limite zombifiés par Unicron. Les Decepticons, bah, c'est juste les opposants des Autobots, c'est juste un autre camp, mais qui sont quand même des Transformers ordinaires. Ça, c'est vrai que c'est un point dans le Bayverse qui était souvent critiqué, moi qui me pose pas le plus gros problème on va dire, mais je sais que c'est très très critiqué, le fait que les Autobots c'est tous des apparences normales et que les Decepticons c'est des apparences ultra insectoïdes, ultra monstrueuses, limite en fait on aurait dit deux espèces, on aurait limite dit un affrontement entre deux races différentes. Et alors je pense que dans les nouveaux films, s'ils doivent modifier un truc sur les Decepticons, c'est ça, c'est d'en faire des Cybertroniens au même titre que les Autobots, c'est-à-dire que soit tu fais des Decepticons des Cybertroniens plus classiques, soit tu introduis aussi du côté Autobots bah, des Transformers un peu plus bizarroïdes comme les Decepticons dans le Bayverse en fait, mais avoir tout l'un ou tout l'autre, c'est pas une bonne chose, et je pense que justement, si les Decepticons sont, bah, on va dire, similaires à la scène d'intro du film de Bumblebee, les voir s'affronter contre les Terrorcons, là on verrait une vraie différence, et c'est vrai que ce serait assez intéressant. Maintenant, honnêtement, je doute que ça arrive, parce que déjà, faut être sûr... bon, déjà, la suite de Rise of the Beast n'est pas encore en production, on va voir, mais surtout, je doute qu'on revoie les Terrorcons dès la suite. C'est mon avis. Ils peuvent introduire les Decepticons, les Terrorcons qui reviennent tout de suite, j'y crois pas trop. Et enfin, dernière question, comment se fait-il que les Maximals ont déjà des formes animales terrestres au début du film? Pareil, je pense là qu'il n'y a pas de réponse, je pense juste que cela aurait fait moins bizarre s'ils avaient commencé avec leur forme anthropomorphe au début. Alors là-dessus, pour le coup, encore une fois, oui, je suis entièrement d'accord, et en fait, ça souligne pour moi un souci qui est un petit peu le même que la scène d'intro de Bumblebee, le fait que les persos ont été un peu incorporés là au dernier moment, et que donc la scène n'est pas entièrement cohérente d'un point de vue du lore. Maintenant, j'ai en fait une hypothèse, et ça c'est mon headcanon complet, c'est-à-dire que c'est moi qui m'imagine ça, mais en fait pour moi je me dis que les Maximals, et à ce moment-là bah, aussi les Predacons, s'ils existent dans cet univers, ont en fait déjà vécu leurs aventures de Beast Wars, et ont donc déjà connu la Terre, puisqu'ils ont bah, la clé Transwarp, qui leur permet de retourner dans l'espace et dans le temps, donc ils ont même sans doute déjà pu vivre leurs aventures de Beast Wars à la préhistoire, donc adopter leur forme qu'on leur connaît, et revenir sur leur planète ensuite. En fait, pour moi, et ça n'engage que moi, la planète des Maximals qu'on voit au début, alors on peut faire une théorie comme quoi ce serait une Cybertron du futur, j'y crois pas. Mais pour moi, la planète des Maximals, en fait, c'est un petit peu comme Cybertron à la fin de Beast Machine. C'est une planète purement techno-organique, avec des Maximals qui vivent bah, un peu en harmonie avec tout ça, des Predacons qui, s'ils étaient bien présents, je pense, représenteraient un peu la menace de cette planète, comme des forces un peu... bah, primale, entre guillemets, du coup, un peu primitive et agressive, mais en fait, je pense que ce serait un petit peu plus ça. Et à mon avis, si on part de ce côté-là, bah, c'est pas complètement incohérent qu'ils aient déjà leur forme animale, parce que c'était aussi le cas dans Beast Machines, et juste voilà, quoi, ils ont connu des formes animales sur la Terre, ils les ont gardées, et c'est tout, en fait. Mais je vois ce que tu veux dire, et j'avoue que, pour un spectateur lambda qui n'a aucune connaissance sur Transformers, et sur Beast Wars en particulier, oh, ça fait bizarre de voir un guépard et un rhinocéros dans l'espace, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, un point qui vient appuyer bah, justement ma théorie comme quoi c'est entre guillemets un contexte à la Beast Machines,
c'est que les Maximals, et en particulier Optimus Primal, eh ben, il connaît Optimus Prime, et il connaît surtout Optimus Prime comme un guerrier légendaire, celui qui a peut-être sauvé Cybertron, sauvé l'univers, on sait pas trop. Et en réalité, quand il le rencontre, il est déçu, parce que l'Optimus qu'on connaît dans Rise of the Beast est un Optimus un petit peu plus jeune, je vais pas dire moins expérimenté, mais en tout cas qui n'a pas fait tous les exploits qui lui sont connus. Pas encore en tout cas. Donc, clairement, à mon sens, les Maximals viennent du futur, de la même façon en fait que dans l'histoire originale. Donc c'est pour ça que le contexte justement de terre, enfin de planète techno-organique et de modes animaux sur leur planète n'est pas complètement incohérent. Encore une fois par contre, et ça je suis d'accord, il faut connaître le lore de Transformers, sinon t'es un petit peu perdu, ça je comprends. Question suivante de la part de Galvashorts. Lorsque les Autobots se cachent avec leur bataille au musée, Eraser leur explique que les Terrorcons, leur explique qui sont les Terrorcons plutôt. Elle leur dit que le fait qu'ils servent Unicron leur procure une énergie noire qui les rend invincibles, mais alors pourquoi dans la bataille finale les Terrorcons sont-ils si faibles? Alors, premièrement le scénario, déjà, mais deuxièmement, en réalité, je pense que c'est plus une métaphore ou quelque chose d'un petit peu imagé. C'est-à-dire que les Terrorcons, ils sont effectivement ultra puissants, certes, mais pas invincible au sens premier. Je pense que c'est même pas ce qui est vraiment sous-entendu, juste invincible dans le sens, oui, bah, ils sont pas tuables pour un seul camp. Et c'est un petit peu, en fait, je pense, la morale, entre guillemets, du film, l'accomplissement final, c'est que les Maximals et les Autobots vont s'allier, et d'ailleurs, bah, c'est Optimus Primal et Optimus Prime qui tuent Battletrap l'un et l'autre, donc il y a une forme de cohérence par rapport à ça, mais en fait, je pense que ça, c'est-à-dire que les Maximals tout seuls ne pensent pas vaincre les Terrorcons, les Autobots, même chose, mais ensemble, ils peuvent les vaincre. C'est un petit peu, je pense, le principe. Maintenant, je suis d'accord, les Terrorcons sont un petit peu été nerfés dans la bataille finale. Je suis entièrement d'accord, ça pour le coup c'est juste un problème de base du film et un problème de scénario tout court qu'on retrouve dans plein de blockbusters. C'est le côté, bah les méchants tombent trop facilement à la fin, même s'ils ont tous le temps, on va dire, d'avoir leur petit moment, mais c'est clair que oui, les Terrorcons sont un petit peu nerfs. Ça, plus le fait que les Autobots et les Maximals sont alliés, ça fait une combinaison de trucs, mais c'est vrai qu'ils ont été un petit peu nerfs. Salut Magnus, lors des scènes coupées du film entre la version finale et les projections test, tu n'as pas mentionné la scène où Optimus devait percuter Scourge en mode camion. Et non, je ne l'ai pas mentionné parce qu'elle n'était même pas dans les projections test, cette scène. C'est vrai que ça a été l'une des scènes les plus marquantes du tournage, c'est-à-dire que pour les gens comme moi qui avons suivi, et comme vous sans doute qui avez suivi le tournage de Rise of the Beast, il y avait un plan qui semblait déjà iconique, c'était ce moment où Optimus fonçait dans Scourge et détruisait un mur de la ville de Cusco. En réalité, je pense que la séquence dans la ville de Cusco est peut-être celle qui a été le plus amputée du film, parce qu'ils ont passé littéralement au moins 2-3 semaines là-bas sur le tournage, et ils en ont tiré peut-être 10 minutes de film. Et encore, même pas. Donc c'est un petit peu léger, et c'est vrai que je pense que cette scène entre Scourge et Optimus faisait partie de ces scènes-là. Je pense qu'il y a deux réponses possibles sur pourquoi cette scène a été supprimée. La première, c'est tout simplement que ça ne collait plus au scénario, c'est-à-dire peut-être qu'ils avaient envie de simplifier et de directement faire la course-poursuite dans les montagnes, c'est possible, et malheureusement, ça les a fait se priver d'une scène plutôt cool. La deuxième raison, c'est peut-être simplement que les mecs des CGI n'avaient pas fini cette scène et que c'était trop tard pour eux. Alors ça, pour le coup, j'y crois un peu moins, mais c'est ce que certains ont dit sur Twitter, comme quoi, apparemment, du coup, Optimus devait percuter Scourge et qu'il devait ensuite se transformer, se battre au milieu de la ville, et que les mecs des CGI n'avaient pas fini la scène. Franchement, j'y crois pas forcément, je pense juste qu'en fait, c'est une scène qui a été supprimée, comme plein d'autres, mais nous, on s'en souvenait, parce qu'elle était iconique au niveau du tournage. C'était une des scènes qui avait été le plus remarquée, parce que ils avaient fait toute une installation, ils avaient construit un mur, qu'ils avaient ensuite détruit, avec les 2 véhicules qui étaient endommagés. Ouais, c'était ultra mémorable pour les gens qui étaient sur place. Maintenant, dans un film, on coupe toujours des trucs. Et pour vous dire, c'est que cette scène n'était même pas dans les projections test, donc en fait, elle n'a jamais vraiment été, je pense, envisagée. Alors, bonjour Magnus, dans la scène d'introduction, on voit les Maximals ayant déjà leurs modes animaux. Alors ça, pour le coup, j'en ai déjà parlé, mais merci beaucoup pour ta question, c'est super gentil. Pourquoi Eraser n'a pas ressuscité à la fin de Rise of the Beast comme Bumblebee, alors qu'elle était proche des rochers d'Energon? Ça aussi, ça pourrait passer pour un petit plot hole, mais honnêtement, pour moi, il y a une explication simple. C'est que Bumblebee, la façon dont il se fait tuer, c'est juste entre gros guillemets, qui s'est fait transpercer, certes, mais surtout qu'il a perdu de l'énergon. En fait, ce qu'on voit quand Scourge lui tire dessus, c'est quasiment comme s'il lui aspirait son énergon et qu'il était à sec, en quelque sorte. Là où Eraser, la façon dont elle meurt, c'est juste qu'Optimus Primal l'écrase, en fait, tout simplement, il l'écrase sous sa force, et en fait, je pense que Eraser, il faudrait carrément la réparer de zéro, lui refaire un nouveau corps, un truc comme ça, plus le risque qu'elle soit encore corrompue par la puce de Scourge, ça on sait pas vraiment. Donc pour moi, non, justement, c'est pas vraiment une incohérence, ça, pour le coup, c'est juste que elle avait plus de dégâts et elle était plus irrécupérable, entre guillemets, que Bumblebee, où dès le début, on nous a bien dit, si on avait une quantité d'énergon suffisante, on pourrait le réanimer. Là où Eraser, en fait, elle était déjà quasiment détruite de l'intérieur, en quelque sorte, donc c'est un petit peu différent.
Alors, question de LadoGeek1685, est-ce que tu aurais aimé qu'un des 3 Terrorcons reste en vie ou tu penses que c'est très bien comme ça? Honnêtement, j'aurais peut-être bien vu Nightbird survivre, parce qu'au début on nous avait dit qu'elle pouvait éventuellement avoir d'autres allégeances. J'avais toujours cette théorie comme quoi c'était peut-être une espionne Decepticon, alors en fait pas du tout. Donc voilà, c'est tout. Mais au final, oui, c'est logique qu'il soit mort. Pour moi, Battletrap, c'était évident qu'il allait mourir. Je pensais même qu'il allait mourir plus tôt dans le film, pour vous dire. Donc c'est bien qu'il soit resté quand même jusqu'à la bataille finale. Nightbird, bah... puisque c'est juste un sous-fifre, c'est normal qu'elle soit morte aussi. Et Scourge, même chose. Honnêtement, Scourge, même chose. Il y avait que 3 méchants, c'est normal de les avoir tués. C'est pas des grands méchants non plus dans l'univers Transformer. C'est logique qu'ils soient morts. Pour moi, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Question de Tom Lange 5636, je me pose une question, pourquoi avoir totalement retravaillé le design d'Optimus ou encore Wheeljack alors que leur design dans Bumblebee était parfait, c'est très dommage. Alors, on va aborder ça en 2 points, d'abord Optimus puis ensuite Wheeljack. Tout d'abord Optimus, il faut savoir que les équipes de MPC, donc qui ont travaillé sur le modèle 3D du perso, sont reparties du concept art du film Bumblebee pour proposer un Optimus qui tend légèrement plus vers la version du Bayverse, dans le sens où il retrouve son visage, il retrouve des pièces un petit peu plus grises, et c'était un petit peu l'idée en fait derrière ce design. C'était un peu une évolution du design de Bumblebee, mais je suis d'accord par contre que même avec le recul, je préfère effectivement le design du film Bumblebee pour Optimus, même si celui de Rise of the Beast était très bien, je préférais celui du film d'avant, là je suis d'accord. Pour Wheeljack, on a une explication un petit peu plus concrète, c'est que au début du film Bumblebee, c'était juste un caméo, concrètement, ça avait été rajouté là comme ça, et dans ce film-là, d'après Steven Caple, alors... Steven Caple déjà a confirmé que ce n'était pas son choix de faire de Wheeljack un nerd comme ça à lunettes, c'était un choix des producteurs, et je suppose que c'est Lorenzo Di Bonaventura, en tout cas il a bien dit que voilà, et que pour lui, alors ça vous en faites ce que vous voulez, mais pour lui, Wheeljack de Rise of the Beast et Wheeljack du film Bumblebee ne sont pas le même personnage. Ou en tout cas, il dit que il aime bien appeler Wheeljack dans ce film Pablo, et il dit que les fans sont très intelligents d'avoir trouvé ce surnom-là finalement, parce que pour lui, effectivement, il considère que c'est quasiment 2 versions différentes du même perso, parce qu'en réalité, oui, ce qu'on lui a demandé de travailler dans ce film, c'est le côté nerds de Wheeljack, sauf qu'au final, vu que le perso est un peu sous-exploité, ça ressort pas tant que ça. C'est un peu dommage effectivement. Alors le design de Wheeljack, encore une fois, on va pas refaire un débat sur lui, mais au moins, là, il y a l'explication, c'est une volonté des producteurs et de Paramount, et plus qu'une volonté des scénaristes, ou en l'occurrence de Steven Caple, le réalisateur. Question de Naxok5783, est-ce que mettre le secteur 7 à la place des G.I. Joe n'aurait pas été plus cohérent vu qu'on les avait déjà dans Bumblebee? Ça aurait permis de mettre une continuité sur le film, et est-ce que mettre du coup 2 licences ensemble ne serait pas possiblement problématique? Alors, faut savoir une chose, c'est que le secteur 7 n'a jamais été envisagé dans Rise of the Beast. Dans les projections test, on voyait le secteur 7, mais c'était en fait une sorte de placeholder en attendant que la licence G.I. Joe soit acceptée pour la scène de fin. C'est une première chose. Deuxième chose, est-ce que mettre les 2 licences ensemble ne serait pas possiblement problématique? Oui et non, c'est-à-dire que je pense, et c'est ce que Lorenzo Di Bonaventura a dit en interview, donc on va croiser les doigts pour que cette fois ils disent pas de la merde, il a dit qu'en fait le prochain film Transformer, dans sa façon de l'envisager, c'était un film Transformer avec des G.I. Joe, et non pas un film G.I. Joe avec des Transformers. Ce que je veux dire, c'est que le focus de l'histoire et des persos sera toujours autour de Transformers, et je pense qu'à ce niveau-là, Noah... vu qu'il se fait recruter par les G.I. Joe, c'est assez intéressant de l'avoir à ce niveau. Et en fait, je pense qu'on peut simplement introduire 2-3 persos de G.I. Joe, avec quelques véhicules, quelques trucs un peu militaires. Franchement, ça me dérange pas. C'est vrai que je comprends le côté G.I. Joe, c'est pas une licence très porteuse, pourquoi est-ce qu'on veut intégrer ça dans Transformer? Tant qu'on leur donne pas une place trop importante et qu'en fait ils sont juste là pour quasiment remplir le rôle des militaires des films de Michael Bay, ça me dérange pas honnêtement. C'est-à-dire que si vous reprenez les films de Bay, il y a tellement de moments où les militaires font des trucs de fou, où ils ont des équipements qui sont capables de tuer des Decepticons en 2-3 tirs, etc. Honnêtement, on aurait limite pu les remplacer par les G.I. Joe. Faire de Lennox un perso de la licence G.I. Joe, de même pour Epps, etc. Et ça aurait pu faire quelque chose de vachement plus épique, à mon sens en tout cas. Donc... non, pour moi, c'est pas un problème, mais tout est question de comment ils vont le gérer. Et ça, malheureusement, on peut pas garantir que ce sera bien fait. Question de RaiFH9608, quelle serait l'équipe de Decepticons que tu verrais débarquer sur Terre dans les prochains films? Moi, Barricade, Starscream, Soundwave, Knockout, Kickback et Megatron, en soi, pourquoi pas. Personnellement, si on voit des Decepticons, je
pense qu'ils vont quand même être tentés de mettre Megatron. Avec, je pense, une équipe classique, hein, je pense Starscream, quelques Seekers, éventuellement peut-être pas tout de suite Soundwave et Shockwave, ça pourrait être un peu original, peut-être qu'ils pourraient même simplement nous refaire le coup du premier film, c'est-à-dire nous remettre un Blackout, un Barricade, effectivement, peut-être un Barricade, effectivement, c'est vrai que c'est un perso assez connu dans les films, donc en soi, pourquoi pas, mais je pense qu'ils seront quand même tentés de prendre Megatron, ils vont peut-être pas y aller petits pas, à dire ah on va peut-être mettre Soundwave, Shockwave, pour moi ils vont mettre Megatron, s'ils mettent les Decepticons en tout cas, donc à voir en tout cas. Les Terrorcons étant sous l'emprise d'Unicron, j'aurais aimé que Optimus arrive à ramener Scourge vers le bon côté, ne serait-ce qu'un instant qu'il soit obligé de le tuer, mais plus comme Primal a dû achever Eraser, ça aurait rendu Scourge bien plus intéressant. Je suis entièrement d'accord, pour le coup, ça aurait donné un peu plus de profondeur, alors pour le coup c'est un truc qui n'a jamais été envisagé, mais je suis d'accord, ça aurait été assez intéressant. Salut Magnus, je tiens à te féliciter pour toutes tes vidéos Transformers, je vous suis depuis le confinement en 2020 et je tiens à vous dire bravo pour l'évolution de la qualité de vos vidéos et tout ce qui entoure votre chaîne, déjà merci beaucoup. Et après ce petit message, voici mes questions. Pensez-vous que Transit pourrait faire une apparition dans un futur film ou qu'il apparaîtra, ou qu'il disparaîtra plutôt dans l'oubli? Et est-ce que la scène coupée lui étant liée est canon? On va répondre à cette question dans un premier temps. Alors personnellement, je pense que Transit c'est un perso qui ne réapparaîtra pas, hein, honnêtement, mais est-ce qu'on peut considérer la scène comme canon? Une fois qu'on la verra, c'est comme vous voulez en fait, dans le sens où, certes c'est une scène coupée qui ne fait pas partie du film, mais en fait, tant qu'elle ne contredit pas un événement du film en question, on peut considérer qu'elle est arrivée en fait, et on sait qu'elle est arrivée dans le canon du film, c'est juste que la scène n'a pas été montrée. Donc en soi, pourquoi pas? Faut voir, mais pourquoi pas? Question numéro 2, est-ce que comme Stratosphère, pouvons-nous imaginer les Transformers ayant été créés pour le Bayverse réapparaître dans un futur film, comme les Dreads ou Nitro Zeus? Eh ben personnellement je pense que oui, et je pense qu'un perso comme Nitro Zeus, ou même, simplement même, je disais avant, Barricade c'est un perso dont l'apparence actuelle a été forgée par le Bayverse, donc clairement ce genre de personnage peut être réintégré à mon sens, et un petit peu réexploiter, retransformer en fait, pour en faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire Stratosphère là ne ressemble pas du tout au Stratosphère qu'on avait dans les comics du Bayverse par exemple, mais c'est pas grave honnêtement, c'est juste une réinterprétation des persos, et je pense qu'un petit Nitro Zeus, ce serait très drôle de voir revenir, peut-être pas dès maintenant, et sans doute dans un rôle très mineur, mais j'avoue que ce serait, pour moi, ce serait cool. J'ai trouvé un peu bizarre qu'on ne voit pas Ratchet dans ce film, au moins pour examiner Bumblebee. Il aurait très bien pu révéler que son Spark était intact, mais qu'il a été vidé de son énergon. Pourquoi est-il absent? Serait-il mort ou sur une autre planète? Pour moi, en fait, il est juste pas là. Et surtout, un point assez important, c'est de savoir qu'il y a peut-être d'autres Autobots sur d'autres continents. C'est vrai qu'on sait que, par exemple, Wheeljack était toujours en Amérique du Sud. Peut-être que d'autres Autobots sont ailleurs, mais j'avoue que le fait qu'il soit pas mentionné, pour moi, ça sous-entend qu'il n'est pas encore sur Terre. Mais ça, faudra voir dans les suites. Alors là, pour le coup, j'ai commencé à scroller un petit peu dans les questions en dessous parce que ça commençait à se répéter, donc j'essaie de trouver des questions un peu plus originales et surtout qui m'intéressent personnellement. Alors, salut Magnus, une intrigue dont j'ai beaucoup réfléchi sans avoir de réponse, et la scène post-crédit. Comment Noah a-t-il pu faire revivre Mirage sans utiliser d'artefacts comme le Allspark? Pour moi, c'est parce que Mirage, en fait, n'a jamais vraiment été mort, il s'est juste transformé une dernière fois en combinaison, et je pense que son Spark était toujours vivant, c'est-à-dire que, son Spark existait toujours. Donc pour moi, Noah, il a juste repris son armure, il l'a peut-être un peu désassemblée, peut-être même qu'il a parlé à Mirage directement, et qu'ils se sont ensuite reconstruits, qu'ils ont ensuite reconstruit son corps. Pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois, honnêtement, parce que Mirage, certes, son corps a été partiellement détruit, mais sa tête, son Spark, etc., étaient toujours vivants, étaient toujours existants. Donc pour moi, c'est pas complètement déconnant, juste, il a peut-être mis plusieurs mois, voire plus, à reconstruire Mirage, et il l'a reconstruit de façon un peu dégueu, mais pour moi, c'est pas complètement incohérent, c'est juste que, son Spark était pas éteint, donc pour moi, ça se tient. Salut Magnus, j'ai pas reconnu tous les emblèmes que porte Scourge sur son épaule, peux-tu nous en dire plus? Alors, je vais le faire de tête là honnêtement parce que j'ai pas l'image en tête, mais de mémoire, on avait des emblèmes donc Autobots, Decepticons, Predacons, on avait des emblèmes de mercenaires aussi, qui sont un camp en fait qu'on a vu notamment dans la série Earthrise. On a aussi un emblème de Wreckers, et un emblème de mémoire de la garde d'élite Autobot. Voilà, c'est ce qu'on voyait sur l'épaule de Scourge au moment où il mettait l'insigne maximal d'Eplink, et c'était déjà pas mal. Donc tout ça, vous voyez du coup de quel personnage il s'agit, mais en fait c'est tous les logos qu'on avait vus. Après peut-être qu'il y en a d'autres honnêtement qui sont à d'autres endroits, mais de mémoire il y avait tout cela. Ce qui est déjà pas mal quand même juste pour une épaule, on va pas se mentir. Alors une petite question, encore une fois j'y réponds vite fait là pour le coup, pourquoi Scourge possède-t-il déjà des éléments de son mode alternatif dans la scène d'ouverture? Alors déjà c'est parce que la scène en question a été faite assez tard, un peu comme la scène de Cybertron pour Bumblebee, mais aussi honnêtement, dans la scène d'intro, on voit juste les espèces de... les cheminées en fait de son mode camion. Oh, ça pourrait convenir à n'importe quel mode alternatif honnêtement, donc c'est pas trop choquant en fait. De base, Scourge a un design
qui est assez longiligne, qui fait limite penser à un Optimus de Transformers 4 et 5, mais en un petit peu mieux quand même, parce que notamment il a des parties de son camion quand même sur son torse, donc c'est cool, mais ouais, clairement pour moi c'est des petits points de design. Je pense que honnêtement quand on sait les conditions dans lesquelles les VFX de ce film ont été réalisés, avec le bordel que ça a été en coulisses, ils allaient pas s'emmerder, je pense, à refaire un modèle 3D de Scourge ou à le modifier juste pour enlever ce genre de truc. Ouais, c'est un peu triste à dire, mais malheureusement, sur ce coup-là, étant donné que ça n'a pas été fait par ALM, ouais, ils ont pas vraiment trop poussé à ce niveau. Alors, question là qui est quand même assez intéressante et à laquelle j'ai envie de répondre, comment Mirage peut avoir plusieurs formes alternatives? Et tout simplement parce qu'on nous montre, on nous fait accepter plus ou moins le fait que Mirage, c'est un peu comme Laserbeak dans Dark of the Moon, c'est un Transformer qui peut avoir plein de formes alternatives et se transformer en à peu près ce qu'il veut. C'est-à-dire que typiquement, il se change en Porsche, en Lambo, en Formule 1, en avant de camion poubelle, pas le camion poubelle entier, mais juste la partie avant. L'arrière, c'est une sorte de benne, en fait, c'est quasiment une remorque. Et il se change en combinaison quand il perd une partie de son corps. Donc en fait, pour moi, c'est juste que Mirage fait partie de ces Transformers qui peuvent avoir plein de modes alternatifs. C'est des Transformers très rares dans le lore, et honnêtement, c'est utilisé un peu pour faire des gags, mais en même temps, ça prépare au fait qu'il va devenir une armure, dans le sens, il se transforme en ce qu'il veut, donc il se transforme aussi en ça. En soi, ça m'a pas plus choqué que ça, juste, faut avoir la notion en tête, on va dire. Alors, à ton avis, Magnus, est-ce que Rattrap et Tigatron sont morts ? Déjà, est-ce que Rattrap et Tigatron existent dans cet univers? Oui, sans doute. Est-ce qu'ils sont morts? C'est plus ou moins sous-entendu, malheureusement, parce que Eraser et Primal pensent qu'ils ne sont que les derniers, qu'ils sont les derniers Maximals, en fait, simplement. Après, honnêtement, si jamais on ramène les Maximals dans une suite et qu'on nous en présente d'autres, on pourrait très bien nous faire un coup de « Ah tiens, il y avait une colonie de Maximals qui avait aussi réussi à s'enfuir ». Je préfère encore une explication comme ça et qu'on ait des persos comme Rattrap, Tigatron dans la suite. Honnêtement, je prends quand même. Honnêtement. Alors question donc du coup de LSB, le design de Scourge en scène d'ouverture, ça j'en ai déjà parlé, mais quand on voit Mirage se transformer en différentes voitures, le fait qu'on ne voit pas la Ferrari ne serait-elle pas dû à un refus de la marque d'être associée à Transformers? Pour moi c'est totalement ça. Ils avaient peut-être prévu un plan où ils voulaient mettre une Ferrari, la marque a dit non, surtout qu'il y a Porsche juste à côté et Lambo. Quand on connaît l'histoire entre Lamborghini et Ferrari, voilà, on va pas se mentir. Donc ouais, pour moi, c'est juste la marque qui a pas voulu, et ils ont laissé le dialogue peut-être en mode troll. Je pense que c'est ça. Alors, pourquoi dans Transformers Rise of the Beast, Eraser ne se transforme jamais? Eh bien en fait, simplement parce que les Maximals ne se transforment pas beaucoup en réalité, un petit peu à l'image de Beast Machines d'ailleurs, et même de Beast Wars, les Maximals ont une relation particulière à leur mode animal, qui est quasiment leur mode principal par moment. Et en fait, Eraser, c'est un petit peu dans ce cas-là, vu que les Maximals ne se changent en robots que dans la bataille finale, Eraser, entre guillemets, n'a pas eu cette chance d'aller jusqu'à la bataille finale, et c'est pour ça qu'on ne la voit jamais en mode robot. Il y avait bien un design de mode robot qui avait été fait, parce qu'on le voit en jouet, mais malheureusement, ça n'a pas été mis sur grand écran. C'est pas choquant, honnêtement, le fait qu'elle se transforme pas, mais j'avoue que ça peut décevoir, ça je comprends complètement. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, on va dire, des principales questions que vous m'avez posées. Merci pour tout ça. Alors, je sais que beaucoup de questions, du coup, j'ai pas forcément répondu, parce que soit c'est des questions qui mériteraient une réponse plus tard, c'est-à-dire par exemple, typiquement, il y avait beaucoup de questions qui sont revenues, pourquoi est-ce qu'on voit pas tous les Autobots qui étaient présents à la fin de Bumblebee, parce qu'il y avait 7 météorites, là il n'y a pas tout le nombre, etc. Ça, c'est juste une incohérence, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de plus d'étendre là-dessus. Voilà, le reste, pour le coup, c'est des questions qui se répétaient pas mal, donc je pense que j'ai répondu à la majorité d'entre elles. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, merci au soutien que vous m'apportez ces dernières semaines autour de Rise of the Beast, c'est super cool. La chaîne progresse encore et toujours, et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai une très grosse vidéo en préparation sur un sujet qui risque de ne pas plaire à tout le monde, mais ce sera un petit peu la conclusion ultime de ce mois sur Rise of the Beast. Voilà, si vous me suivez sur Twitter, vous savez de quoi je parle. Bref, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.